C'est une série que j'ai commencé, mais que Onomatopée, ça m'a craqué pour faire une autre nouvelle dans la même série, d'où le fait que c'est le numéro 4. Il est bien souvent dit des habitations anciennes qu'elles préservent quelque chose de leurs anciens maîtres, comme si les défunts, une fois libérés de leur corps, s'attardaient ici-bas, préservant leurs vieilles habitudes, marchant, piétinant les planches usées des planchers qu'ils avaient maintes fois arpentés. Et pourtant, quelquefois, les bruits qui retentissent dans les demeures âgées ne sont pas ceux de personnes, ou du moins pas de personnes humaines, mais résonnent comme si c'était la bâtisse elle-même, animée d'une vie secrète, qui s'étirait lassement les poutres comme les aînés qui s'étirent les os du dos qu'ils gardent autrement courbés par la fatigue. Je me demandais en vérité si cela pouvait bien avoir un lien avec mes recherches. Cette dame l'avait assuré. C'était une maison de campagne, simplement. Il n'eût point été possible de dire qu'elle était grande ou petite. Elle ressemblait à ces maisons de cultivateurs destinées à accueillir une famille aux enfants nombreux aidant aux travaux de la ferme, mais il n'y avait nulle trace d'ouvrage agricole en ces lieux, suggérant que le terrain avait été depuis longtemps déjà acheté par l'un de ces hommes de profession libérale souhaitant échapper à l'air vicié des grandes cités en effervescence constante. Un médecin, ou un notaire peut-être, qui eut l'argent d'employer de temps à autre les services d'un jardinier. L'entrée était longue, faite de terre battue et de pierres concassées. D'un côté, une haie de grands cèdres, surplombée de pins qui jetaient de l'ombre sur la cour. De l'autre, des arbres encore, bien que moins rapprochés, laissant une ample place au gazon. Ça et là, à la limite des plates-bandes, révélaient ce que furent jadis de somptueux jardins de fleurs laissés aujourd'hui à elles-mêmes. Elles s'étendaient là, libres, sans restriction autre que celle des mauvaises herbes qu'elles côtoyaient. En suivant un dallage irrégulier, à moitié enfoncé dans le sol, on parvenait à une galerie aux somptueux murets de pierre, trahissant par son style son statut d'ajout fait par l'hypothétique riche acquéreur des lieux, et sur lequel s'appuyaient de simples colonnes carrées de bois sombre, support modeste pour une avancée de toit tout aussi modeste, ou du moins était-il devenu par manque d'entretien. On voyait dépasser des gouttières, les aiguilles des pins et plus de choses encore. Le bâtiment était fait d'un bloc carré au toit à croupe, garni de lucarnes, et d'une prolongation rectangulaire à l'arrière gauche, dont la couverture était à deux versants. L'entrée avant, accessible depuis la galerie, était une lourde porte de bois au sommet arrondi, de couleur rouge. Le même rouge se trouvait sur les cadres des fenêtres. Ceux-ci se trouvaient flanqués de volets décoratifs blancs. Les façades, quant à elles, revêtaient une belle teinte chaleureuse d'ocre foncé. On n'entrait pas par là, toutefois. Il était aisé de le deviner en voyant l'état de la galerie, mais par la porte au coin entre le bloc principal et la prolongation, derrière la maison. La vieille dame m'accueillit avec toute la bienveillance dont on put s'attendre de la part des habitants d'une habitation aussi charmante. Elle vivait seule, toutefois. Son mari était mort de nombreuses années auparavant déjà. Quant à ses enfants, elle me servit des biscuits et du thé, me raconta son enfance dans ces lieux, les choses étranges qu'elle y avait vécues. Son père était médecin, comme je m'en étais douté. Son mari l'avait été aussi. Aujourd'hui, elle était seule. Nous parlâmes longtemps. Je n'avais pas encore eu de bien nombreux succès dans mes recherches, et ses propos ne me semblaient que peu concluants. Je ne croyais pas aux fantômes, ce n'était pas ce que j'étais venu chercher. Et pourtant, certains détails attirèrent mon attention. Elle m'avait raconté, entre autres, cette histoire de ce cercle de petites pierres, un cercle parfait, qui était toujours dans la cour arrière, non loin de l'orée du boisé. Le père de la vieille dame avait tenté maintes et maintes fois de les faire retirer. Il s'emporta même contre le jardinier la première fois que celui-ci s'était attelé à la tâche. L'homme accusait le pauvre ouvrier de lui mentir. Il dut s'excuser, plus tard. Il avait tenté de le faire lui-même. Avait jeté les pierres dans un ruisseau. Le lendemain, elles étaient de retour en place. Il les marqua de peinture et les mit dans le cabanon dont lui seul détenait la clé. Rien n'y fit. Elle me garda à souper, et je passai la nuit dans la chambre d'amis. Le grincement des planches de la vieille maison se faisait entendre, et on eût juré qu'il était possible de percevoir également, dans la fine vibration du silence, les rires d'enfants et les toussotements de vieillards. J'allumai un lampion et me dirigeai vers la porte de ma chambre, mais alors que je traversais la pièce, un détail accrocha mon œil depuis la fenêtre. Dans la cour arrière, la vieille dame en robe de nuit se tenait assise au milieu du cercle de pierre. Des lumières dansaient autour d'elle et elle semblait rire. J'entendis des bruits de pas dans la pièce d'à côté. Je ne dormis plus de la nuit. Je remerciai la dame pour son hospitalité, sans lui parler de ce que j'avais vu. Je n'y revins jamais.